Salut à tous, c'est Frankie. Et aujourd'hui, on va faire un retour dans le passé. Allez, c'est parti. Non, pas si loin quand même. Bon, cette année, je viens de souffler mes 40 bougies. Pour histoire, je suis né en 1984 à Masan, dans le sud de la Corée. Ma mère biologique s'était enfuie de la clinique où je suis né un jour après ma naissance. J'ai été placé à l'orphelinat, mais adopté très tôt à l'âge de 3 mois par une famille française. J'ai donc été baptisé Franck, alias Frankie. Toi, tu t'appelles Frankie, avec tes yeux bridés et ta face de citron? Ah, ça passerait plus en 2024 ça. Et c'est bien dommage parce que j'ai grandi avec l'humour des inconnus qui resteront mes comiques préférés. Des comiques, hein? À bercer mon adolescence. Et justement, c'est le thème du jour. On va parler de la jeunesse d'un vieux crouton comme moi. Et il arrive parfois de me demander comment j'aurais grandi dans cette société sud-coréenne si je n'avais pas été adopté. Alors j'ai trouvé ça marrant de comparer mon expérience personnelle en France et celle que j'aurais pu vivre en Corée du Sud. Bon, on passera rapidement ce chapitre, car, mis à part quelques photos, je me souviens de pas grand chose. J'ai été à la maternelle dès mon plus jeune âge, un peu comme tout le monde. Et si j'étais resté en Corée, j'aurais sûrement été inscrit dans un Yuchiwon, l'équivalent direct de la maternelle en France, des établissements privés à titre éducatif où les enfants de 3 à 6 ans y sont acceptés. Et même si ça reste facultatif, il faut payer pour pouvoir y entrer, contrairement à la France. Bon, perso, j'ai zéro souvenir de cette époque. Et ça aurait été la même chose si j'avais grandi en Corée. Mais j'étais quand même né quand deux gros événements se sont déroulés à Séoul. Je veux parler des Jeux Asiatiques en 86, et évidemment des Jeux Olympiques de 88. D'ailleurs, les Coréens excellaient déjà au tir à l'arc, dont ils sont imbattables à chaque jeu depuis des décennies. À regarder les JO cette année à Paris, ils ont tout raflé dans la discipline. Et là, j'en ai des choses à dire. Et ce dont je me souviens le plus, c'est l'école. Non, pas l'école. Non, à cet âge, ce qui m'a d'abord marqué, ce sont les jouets de notre enfance. Et pour moi, c'était les Playmobil, les G.I. Joe, les figurines de dessins animés et les dinosaures. Il y avait ceux que j'aimais pas du tout, comme Mon Petit Poney, les Trolls ou les Polly Pocket. C'était des jouets de filles. Mais ouais, c'est ça. Et il y a ceux dont tu rêvais et que tu voyais dans les catalogues Leclerc et Carrefour de Noël. Mais que t'as jamais pu avoir parce qu'il fallait que tes parents vendent un rein pour pouvoir te l'offrir. Ouais, les figurines Chevaliers du Zodiaque, c'est de vous dont je parle. Et je suis évidemment, à l'insu de mon plein gré, allé à l'école. Alors moi j'étais dans une école en tiers-temps musique, c'est-à-dire des cours généraux le matin et des cours de musique l'après-midi. Oh la chance! La chance! Ouais c'est pas toi qui t'es tapé un psychopathe de prof de violon pendant 9 ans. Il taillait son crayon le plus pointu possible et le foutait en dessous de ton bras quand tu jouais. Et si t'avais le malheur de le baisser, Et ça, c'était le plus gentil des châtiments. Hein. Ici, l'école primaire s'appelle Chodorakkyo. Mais à cette époque, elle avait le nom de Kungminakkyo jusqu'en 1995, qui veut dire l'école du peuple. Et comme en France, t'as un instit qui t'apprend entre autres les matières telles que le coréen, enfin la langue du pays, les maths, l'éducation sportive et l'éveil musical. L'école primaire se passe à peu près comme en France, peut-être avec un petit peu plus de discipline. Mais on y reviendra plus tard. Et dans les cours de récré, c'était souvent foot pour les garçons et marelle ou élastique pour les filles, très similaires à la France. En Corée, il existait et existe toujours des papeteries du nom de Mungu, où tu pouvais acheter des jouets et où une ruée de gamins se rendait après l'école pour jouer à des jeux en tout genre et où ils dépensaient tout leur argent de poche, dans des bornes d'arcade, avec des jeux comme Street Fighter, des machines à pince pour choper des jouets et des animaux vivants. Nani? Il y avait un autre jouet phare à l'époque, des Minica, ou si vous préférez, des voitures customisables avec lesquelles tu pouvais faire des courses sur circuit et même participer à des tournois. Et après l'école, si certains rentraient chez eux, beaucoup allaient dans des hagwon, des académies privées, soit pour y pratiquer un sport, la plupart du temps le taekwondo, sport de combat national, ou pour apprendre un instrument de musique comme le violon ou le piano. Moi aussi en France, très jeune, j'ai fait beaucoup de sports. Et les sports collectifs, comment vous dire? La passe. Mais j'étais plutôt doué au ping et en sport individuel. Ça doit être l'hygiène coréenne ça. Et j'aimais bien aussi la natation. D'ailleurs, si en France on apprend à nager très jeune, c'est pas le cas en Corée. Et si vous demandez à un Coréen s'il sait nager, vous étonnez pas s'il vous répond le contraire. Bon, passons à un truc encore plus important que les jouets. Les devoirs? Non, on va éviter de parler des choses qui fâchent. Non, parlons des jeux vidéo. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Nintendo, défoncez Sega.
Bon ok, les pubs elles étaient badass. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Même si ma première console était la Nintendo première du nom, c'est bien la Super NES qui m'a donné cette passion pour les jeux vidéo. Je compte plus les heures passées sur Mario Kart, Secret of Mana, Zelda, tous les jeux DBZ ou encore Donkey Kong Country, que je prononçais toujours à l'époque Donkey Kong. En Corée aussi, la Super Nintendo est sortie sous le nom de Super Game Boy, mais seules les familles aisées possédaient des consoles de jeux et il n'était pas rare que les copains aillent squatter la maison de celui qui en possédait une. Surtout la Neo Geo. Ouais mais ça, c'était pas qu'en Corée. Et j'ai oublié de parler d'un truc qui a marché dans les deux pays, c'est le Tamagotchi. Bon perso j'en ai eu un comme tout le monde, mais comme je lui donnais jamais rien à bouffer, il est malheureusement décédé très vite et a fini dans le tiroir. Bon, et on arrive maintenant à ce qui a sûrement marqué le plus cette période de ma jeunesse. Je veux bien sûr parler des dessins animés et évidemment le Club Dorothée. Et oui, le Club Do est une émission qui a changé la vie de toute une génération de gamins qui passaient des animes cultes toute la semaine et surtout le mercredi. Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Olive et Tom, Ranma 1/2 et j'en passe. Il y avait aussi des séries AB comme Premier Baiser et Hélène et les garçons que je trouvais vraiment débiles, mais que je regardais quand même sous la torture de ma grande sœur. Bah voyons, comme Sailor Moon. N'empêche que Sailor Mars, elle était grave. Le Club Do est même passé dans ma ville et j'avais même pas osé y aller. Il fallait rapporter des objets que Dorothée et Ariane demandaient au petit écran en direct et que Corbier et Jackie récoltaient auprès des habitants de la ville qui se mobilisaient. Les petits Sud-Coréens avaient aussi droit à leur émission jeunesse phare du nom de Popopo qui passait sur la chaîne MBC et son générique inoubliable pour pas mal de monde. Bon mais en termes de comparaison, c'était un peu différent de Dorothée. C'était plus du genre Rue Sésame avec des acteurs en costumes d'animaux et des petits sketchs pour les mômes. L'animatrice phare incarnait le rôle de Pomi-Onni, la Dorothée coréenne, mais à la différence de l'irremplaçable animatrice française, elle a été interprétée par plusieurs actrices au fil du temps. Mais évidemment, les dessins animés étaient omniprésents sur les chaînes de télé coréennes comme KBS, MBC et SBS. Même s'ils voulaient passer le plus de productions coréennes, les dessins animés japonais dominaient le petit écran. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, la chaîne SBS ne passait que des dessins animés japonais, ce qui a fait une énorme polémique. Et oui, il faut savoir que les relations coréano-japonaises étaient toujours très mauvaises, où elles ont commencé à s'apaiser avec la Coupe du Monde de foot organisée dans les deux pays. Mais les animes étaient tolérés s'ils étaient localisés et doublés. Cet homme est Ryo Saeba au Japon, Nicky Larson en France et Usuhan en Corée du Sud. Et si on faisait pareil en France, c'était plutôt pour que les enfants se rappellent et s'attachent plus facilement aux héros de leur série, alors qu'en Corée du Sud, c'était plus d'ordre politique. Et si on retrouvait des classiques comme en France, tels que Dragon Ball ou Sailor Moon, d'autres séries inconnues à cette époque en France ont rencontré un grand succès. Je pense évidemment à Slam Dunk qui a eu un succès fulgurant, une série sur le basket qui était annoncée au Club Do en 94, mais qui n'a malheureusement jamais vu le jour. À la place, on s'est tapé les Kangoo. Un autre dessin animé du nom de Piguang Tonki raconte les histoires de Natonki, alias Danpei Ichigeki en japonais, un jeune garçon passionné par le dodgeball, la version sportive de la balle aux prisonniers. Un sport très pratiqué par les jeunes coréens à l'école. On retrouvait des productions locales avec La 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 Superboard à l'époque et des plus anciennes comme Tayola Hani, Tuli ou encore Motol Tosa. J'allais oublier un anime jap qui a rencontré beaucoup de succès en Corée du Sud. Il s'agit de Chukkuwang Chuttori, dont certains l'auront sûrement reconnu, c'est la version coréenne de l'école des champions. Bon, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais la version Bernard Minet, elle est pas si mal pour finir. À l'école des champions, viens te donner à fond. Avant de passer aux années collège, où la musique aura une place prépondérante, petite anecdote, en 1993, une star de la chanson française a fait fureur en Corée du Sud. Et il s'agit de Jordi. Non, j'ai pas dit Johnny, j'ai bien dit Jordi. Pourquoi tu aimes la Corée? Elles sont belles les filles. What? Je m'appelle Jordi, il est 4 ans et je suis petit.
À la même époque, le 21 octobre 1994, un autre drame a secoué toute la Corée du Sud. Et là, c'est un peu plus sérieux car il s'agit de l'incident du pont Songsu-daegyo à Séoul qui s'est écroulé dans la rivière Han, faisant 32 morts, et où le maire de l'époque, Lee Won-jong, a été directement démuni de ses fonctions, un énorme drame qui toucha tout le pays entier. Passons aux années collège. Si l'école élémentaire se déroule sur 5 ans en France, en Corée, c'est 6. Alors que l'enseignement secondaire dure 4 ans en France pour 3 en Corée. Bon, comme vous l'aurez peut-être deviné depuis le début de cette vidéo, l'école c'est pas forcément ce qui m'a marqué le plus. Bon, et j'étais extrêmement archi super méga nul en maths. Enfin, toutes les parties théoriques. Ouais, moi c'était plus le théorème de Pythagore. Bon, par contre, j'adorais l'histoire. Dommage qu'on n'ait pas eu des cours sur la mythologie, parce que c'est un domaine que j'ai toujours kiffé. Et en géo, à cet âge, je savais un truc que personne d'autre ne savait. Où était située la Corée du Sud. Bon, et j'ai eu tous les surnoms en rapport avec la culture du riz et les stars du kung-fu. Mais vous allez voir, c'est rien à côté de ce que j'aurais pu vivre en Corée. Le collège en coréen se dit Chung-hakyo. Et c'est à partir de ce moment-là que les élèves sont obligés de porter l'uniforme scolaire. Et il n'était pas rare de retrouver exclusivement des écoles pour filles ou pour garçons. Et je t'assure qu'à l'école, fallait pas faire le rebelle. Car les profs n'hésitaient pas à punir les élèves et leur faire des trucs chelous. Genre faire la planche sur la tête ou le poirier sur les rebords des fenêtres. En plus, après les cours, c'était à eux de laver les salles de classe et même les chiottes. Et tu pouvais te prendre des coups de bâton si t'écoutais pas tes profs. Il fallait aussi avoir une certaine longueur de cheveux, et t'avais pas le droit de mettre des accessoires comme des boucles d'oreilles ou des bijoux comme tu le voulais. Et le kimchi sur le gâteau, même après des heures de cours, nombreux sont ceux qui allaient dans des hagwon pour suivre des cours privés, qui servaient plutôt à prendre de l'avance sur le programme scolaire et pour être plus fort que les autres petits camarades de classe. Et plus j'y repense, plus je me dis qu'en France on avait quand même pas mal de temps libre. Et ça me fait penser à plein de premières fois. Mais non, je parle pas de ça. Bande de gros pervers. Mais plutôt mon premier match de foot au stade Bollaert, à Lens. Kunchono, Bilout. Bon, je crois que c'est la première et dernière fois que tu verras un Coréen parler le ch'timi. Mes premières booms, où je tenais la fille à 5 km pendant les slows. Et bien sûr, ma première console CD, la PlayStation, première du nom. Et le jeu qui a eu un énorme impact sur moi, c'est Final Fantasy VII en 97. Ce jeu avait tout. Un scénario de fou, des graphismes époustouflants pour l'époque, des persos badass et une bande son à en couper le souffle. Bon, arrêtez-moi sinon je pourrais en parler pendant des heures. Un autre objet qui m'a marqué, c'est mon premier baladeur CD. Bon, faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas encore internet. Mais on avait le Minitel. Je crois que je l'ai jamais utilisé. On avait des émissions télé comme le Hit Machine pour nous faire connaître différents artistes français et internationaux, mais c'est en allant chez le disquaire de ma ville et sur les bons conseils du vendeur que j'ai acheté mes 2 premiers CD de groupes internationaux, What's the Story Morning Glory d'Oasis et Nevermind de Nirvana, qui marqueront le début de ma passion pour le rock'n'roll. T'imagines si j'étais tombé sur un vendeur fan de Patrick Sébastien? Oh, c'est génial, c'est le fait. En Corée, le fanatisme des jeunes pour des chanteurs ou idoles était poussé à son paroxysme. Un peu trop peut-être. Et à cette époque, une star était à son apogée. Je veux bien sûr parler de Sotaeji qui, en 92, avait révolutionné la musique coréenne avec son groupe Sotaeji and Boys et devenant au passage le précurseur de la K-pop avec des millions de fans. On accuse le groupe d'influencer les jeunes dans le mauvais sens avec des paroles trop violentes et beaucoup trop rock, notamment pour le titre Shideyugam. Et oui, le rock était le style de prédilection de Sotaeji. De toute façon, c'est toujours la faute du rock'n'roll. Puis arriva les premiers groupes d'idoles masculins, les pères de vos groupes préférés actuels comme BTS, provoquant un fanatisme total, surtout auprès de la gente féminine, mélangeant la danse et le chant. Il s'agit de H.O.T. et leurs rivaux de toujours, les X-Kiss. Bon, nous au même moment en France, on avait les J-Squad et les To Be Free.
Et trouvez-moi quelqu'un qui se vantait d'écouter ces groupes à l'époque. Allez, j'attends. Arriva juste après les premiers groupes d'idoles féminins avec Finkel, le groupe de Ioli, ou encore Babyvox et SIS avec Pada et Eugene. Bon, pour ceux qui ont vu la série Penthouse, eh bien, c'est elle. Si des idoles connues à l'international comme les Spice Girls ou les Backstreet Boys étaient présentes tout de même au pays du matin clair, la K-pop dominait totalement les marchés musicaux coréens et rares étaient les jeunes qui s'intéressaient vraiment à la musique venant des States et du vieux continent. La vente de J-pop et tout artiste japonais était encore prohibé à cette époque, mais nombreux fans de la culture nippone arrivaient à se procurer des CD ou cassettes de manière illégale d'artistes mythiques comme X-Japan. Bon, je peux pas passer aux années lycée sans parler d'un jeu de cartes qui a influencé ma vie entière, au niveau relationnel mais aussi culturel. Et ce jeu se prénomme Magic l'Assemblée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, inventé par Richard Garfield en 1993, où il faut créer un deck à partir de cartes d'une ou plusieurs couleurs pour défoncer son adversaire. Et après les cours, je me rendais souvent dans la boutique de jeux de rôle du quartier pour jouer contre d'autres joueurs qui étaient au lycée ou à la fac pour la plupart. Et si moi je ne jouais qu'à Magic, j'ai aussi fait la connaissance de gros nounours barbus métalleux fans de jeux de rôle comme Donjons et Dragons ou de jeux de plateau comme Warhammer et qui m'ont fait connaître la culture du métal et également les genres Heroic Fantasy et SF. Tout particulièrement les livres mythiques et l'univers de Tolkien du Seigneur des Anneaux. Bon, je passais donc pas mal de temps avec des gens plus âgés que moi. Et en France, se lier avec des personnes de tout âge, c'est pas difficile. Mais en Corée, la culture de l'âge étant primordiale pour un Coréen, ils seront toujours plus proches de personnes nées la même année qu'eux, qu'avec des gens plus âgés ou plus jeunes. Les Coréens font des activités extrascolaires, mais à l'inverse de la France, ils les pratiquent encore au sein de l'école. Bon, et avant de passer aux années lycée, j'oublierai jamais en 98 la première victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France de football. D'ailleurs, cet événement a eu aussi un impact en Corée du Sud, car de nombreux Coréens ont commencé à s'intéresser au football et aux joueurs français, notamment deux d'entre eux, Jisoo et Henry. D'ailleurs, Henry a été invité dans l'une des émissions cultes coréennes Muhandojeon, quelques années plus tard, en 2007. Si les dessins animés ont marqué mes années à l'école primaire, la musique, les jeux vidéo et Magic, celle au collège, c'est bien l'arrivée d'Internet et le développement des technologies qui changera la donne pendant ces années. Et à l'époque, j'ai eu mon premier téléphone portable, une vraie cabine téléphonique, le Nokia 5110. Les Coréens, eux, avaient deux marques de téléphones qui dominaient le marché à l'époque, les téléphones de la marque Enicol, créés par Samsung, et Sky de chez Pantech, qui ma foi était déjà très stylé. Pour revenir à l'école, mes années au lycée m'ont pas vraiment marqué. Ayant en plus changé d'établissement, à part l'obtention du bac, j'ai aucun souvenir marquant du bahut. Et les potes de lycée que je côtoyais étaient ceux de mon ancien collège, avec qui je partageais les mêmes passions. La seule chose dont je me souviens, c'est l'un de mes profs d'anglais, fan de Dire Straits et de Pink Floyd, qui nous faisait apprendre la langue avec les paroles des chansons. Et je peux vous dire que ça n'intéressait que moi. Bon, et revenons à Internet. Je me souviens très bien de ce joli bruit pour se connecter. Mais le plus gros tournant fut l'acquisition de l'ADSL chez Wanadu, le Orange actuel. J'avais eu la chance d'être l'un des grands privilégiés à avoir accès à cette technologie rapidement, ce qui m'a permis de laisser tranquille la ligne téléphonique de mes parents, mais également devenir un total geek. Tout d'abord, l'addiction à Counter-Strike, qui m'a valu de redoubler ma seconde, l'accès aux animes Jap de l'époque, des classiques comme Evangelion, Escaflowne, ou GTO qui restera l'un de mes animes préférés de tous les temps, ou encore Hunter x Hunter, premier du nom. Bon, je pourrais encore citer plein d'autres animes, mais ça durerait 10 heures. J'ai commencé également à m'intéresser énormément à la musique nippone, la J-rock et le visual kei, avec des groupes comme Laluku Ciel, qui chantaient le premier générique de GTO, ou encore Lunacy, et bien sûr X-Japan. Bon, j'adorais aussi regarder des clips des Morning Musume.
c'était pas pour la musique. D'ailleurs, un fait bizarre, même si je m'intéressais au Japon, je ne m'étais jamais intéressé à la culture coréenne. Bon, parlons un peu du 7e art. Pendant mon adolescence, j'ai jamais été un gros fan de ciné, même si j'adorais me remater les mêmes VHS ou DVD de films comme Forrest Gump, Star Wars, Jurassic Park ou encore Fight Club. Mais c'est bien le film Matrix qui fut une révolution à l'époque pour moi. Au-delà d'être un chef-d'œuvre et l'un des films de science-fiction les plus influents de son époque, c'est son OST incroyable qui m'a fait découvrir un panel de groupes que je kiffe toujours, Rammstein, Manson, Rage Against the Machine ou les Deftones, qui m'ont ensuite donné goût au metal indu et au nu metal avec des groupes comme Slipknot, Korn et bien d'autres. Sans oublier un groupe français du nom de Plémo. Et c'est tous ces groupes qui m'ont donné envie de me mettre à la guitare. Et au passage de brûler mon violon. Le lycée marquera aussi le début des LAN entre potes. Bon, une LAN, c'est quand tu ramenais ton PC chez l'un de tes copains qui avait le courage d'en organiser une chez lui. Déjà, on devait apporter notre tour et notre écran cathodique qui pesait 1 tonne. Et c'était le début des emmerdes, car si maintenant t'as juste à brancher ton câble RJ45 sur ton hub, nous on devait se connecter avec des câbles coaxion et des bouchons en forme de T, et on va pas se le cacher, ça marchait jamais du premier coup. Et enfin, quand ça marchait, on pouvait enfin profiter des jeux d'époque comme Half-Life, CS, Warcraft 3, Age of Empires et bien d'autres. Et même si en France les salles de jeux en réseau existaient, et je me souviens qu'à l'époque ça coûtait une blinde, genre 30 francs l'heure, le pays roi dans le domaine, eh bien c'est évidemment la Corée du Sud. En Corée, le lycée n'est pas vraiment signe d'amusement pour les jeunes coréens. Entre les cours à l'école, cours particuliers, révisions, devoirs à outrance, ils doivent se préparer dès la première année du lycée au Suneung, un examen standardisé sur une base nationale, l'équivalent entre guillemets du baccalauréat. Je dis bien entre guillemets, car la note que tu obtiendras est primordiale pour accéder aux meilleures universités de Corée et plus tard jouera beaucoup si tu décides d'intégrer des énormes chaebol comme Samsung. Les lycéens sont d'ailleurs soumis à une pression sociale incomparable en France et nombreux sont les élèves qui tombent dans la dépression et le stress en permanence. Il n'est pas rare que les élèves de terminale doivent étudier du matin jusqu'à très tard le soir, car il n'est pas fréquent de voir des lycéens abandonner l'idée d'aller à la fac. Les Coréens appellent ça Yaja, Yagan Jayul Haksup, des révisions jusqu'à pas d'heure. Pour déstresser entre deux cours, les lycéens avaient tout de même des solutions, comme aller jouer dans des PC Bang, ces salles de jeux en réseau présentes partout dans le pays. Non seulement les connexions internet étaient les plus rapides au monde, mais en plus ça coûtait pratiquement rien. Et les jeux qui ont marqué cette époque étaient évidemment StarCraft, qui représentait 9 postes sur 10 dans chaque PC Bang. Les autres jeux à la mode étaient Lineage, le premier jeu vidéo de rôle médiéval fantasy, MMORPG, sorti en 98 sur Windows et créé par l'entreprise sud-coréenne NCSoft. Et des jeux plus connus également en Occident, comme Warcraft et Diablo étaient à la mode. Les jeunes coréens adoraient et adorent toujours aller au karaoké, appelé Noraebang en coréen, pour décompresser. Et vous pouvez en savoir plus sur Noraebang dans cette vidéo. Il existait aussi des établissements du nom de Colatech pour les mineurs, où les jeunes pouvaient venir danser et écouter de la musique comme en discothèque et boire du coca. D'où le nom Colatech. Mais malgré ces quelques échappatoires, les études sont tellement importantes ici qu'il leur était difficile d'avoir des activités extrascolaires pendant ces années pour s'échapper de cette pression qu'est la réussite des études. Et je finirai donc cette vidéo sur les années lycée, et si en France j'ai choisi la case études supérieures, j'aurais pu faire la même chose en Corée du Sud. À la différence que j'aurais dû étudier beaucoup plus en Corée du Sud, et je n'aurais sûrement pas eu les mêmes libertés et passions que j'ai eu en France. En plus, j'aurais dû ensuite effectuer mon service militaire, qui est obligatoire pour tout Coréen âgé entre 19 et 35 ans, et qui dure environ 18 mois. Bon, par contre, on ne refait pas le passé avec des si. Et tout le monde se fait sa propre histoire avec les aléas de la vie. Donc impossible pour moi de dire ce qui aurait été mieux. Ça aurait juste été différent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo signe mon grand retour sur YouTube et sert de tremplin pour vous présenter les différents thèmes que j'aime et que j'aborderai à l'avenir sur cette chaîne. Évidemment en rapport avec la Corée du Sud et la France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager vos meilleurs souvenirs d'enfance en commentaire. Alors à la prochaine pour une autre vidéo et Toboja!